Merci beaucoup. Merci pour cette invitation qui m'est offerte de venir parler du travail que nous réalisons pour le moment sur le schéma stratégique VESDRE et le fait de réfléchir à la résilience à l'échelle du bassin versant. Donc juste pour aller très rapidement sur le contexte du master plan, comme ça vient d'être expliqué, nous sommes sur un marché qui est piloté par le SPOE TLPE pour la réalisation d'un schéma stratégique qui va couvrir 25 communes du bassin versant de la VESDRE. Nous avons 12 mois pour réaliser le travail et l'équipe qui a été sélectionnée pour faire ce travail est basée sur l'association entre le studio Paola Vigano et une équipe interdisciplinaire de l'Université de Liège. Nous sommes engagés à remettre notre diagnostic 4 mois après le début des travaux et nous allons dans la suite des mois qui viennent travailler sur base de scénarios pour aborder l'avenir possible pour la vallée de la VESDRE. Ce travail à l'échelle du bassin versant se fait en parallèle avec deux autres marchés, une étude quartier durable qui était confiée au bureau d'urbanisme Baumans-Defay et Benoît Moritz, et également une réflexion sur la production de deux référentiels, comme ça vient d'être expliqué par Madame Maric. Pour ces deux missions, quartier durable et référentiel, les échéances sont plus courtes, ce sont des échéances à 6 mois. Nous avons une échéance un peu plus longue, 12 mois, ça reste très très court pour faire un schéma stratégique de cette ampleur, mais on voit qu'au-delà de la question des échéances très courtes, nous devons aussi travailler avec la complexité d'avoir plusieurs équipes qui mènent leurs études en parallèle sur un territoire qui se chevauche. Alors la philosophie générale du schéma stratégique VESDRE est de travailler à la fois sur les espaces émetteurs et récepteurs en matière d'eau. C'est la raison pour laquelle la région wallonne a souhaité engager la réflexion sur l'aménagement à l'échelle du bassin versant plutôt que de se concentrer sur le seul fond de vallée. Les espaces émetteurs, ce sont des espaces qui vont récolter les eaux de pluie, que ce soit sur le plateau, sur le versant. Les espaces récepteurs, ce sont plutôt les communes, les territoires urbanisés en fond de vallée, et de réfléchir dans une logique de solidarité entre ces deux types d'espaces. Le scénario que nous souhaitons développer dans le cadre du master plan est celui d'une vallée solidaire, où on renforce les solidarités entre différents types de territoires, entre différents types de populations. Il s'agit de valoriser l'existant, je vais revenir sur cette question au cours de la présentation, de s'inscrire dans une logique de réparer en mieux, comme ça vient d'être expliqué. De façon générale, dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres, nous avons proposé de privilégier des solutions basées sur la nature, de manière à renforcer la résilience et la résistance du territoire dans une logique d'adaptation à différents défis climatiques. Nous sommes traumatisés, très marqués par l'épisode des inondations, mais je reviendrai par la suite sur cette question. D'autres catastrophes sont susceptibles d'intervenir en matière climatique, et en particulier, on le voit cette année, déjà les effets des vagues de sécheresse. Donc on doit réfléchir à des solutions qui sont adaptées pour différents types de conditions extrêmes pour lesquelles nos territoires n'avaient pas été pensés à l'origine. Il faut par ailleurs, et c'est la raison pour laquelle le SPOE a souhaité prendre le leadership par rapport à cette réalisation d'un master plan, il faut envisager dès à présent des adaptations aux documents planologiques existants, dont le plan de secteur, qui on le sait, était conçu dans les années 70-80, dans une logique de croissance encore à l'époque, sans réelle prise en considération des enjeux environnementaux et a fortiori des enjeux climatiques qui aujourd'hui deviennent extrêmement présents. Donc même si ce ne sera pas possible à l'intérieur du master plan de faire évidemment les corrections du plan de secteur, il faut en tout cas identifier les éléments du plan de secteur qui posent des difficultés en matière d'adaptation au changement climatique. Le choix qui a été fait également par le SPOE est de confier et de réaliser un document, ce que j'appelle moi du hors-code. Les skieurs font du hors-piste, en urbanisme, en région wallonne on fait du hors-code, c'est-à-dire qu'on fait un document qui n'existe pas dans le code d'été. C'est ce qui va nous permettre d'aller plus rapidement, de faire le document en 12 mois, et donc de ne pas passer par toutes les lourdeurs liées, par exemple, à ce que nous aurions dû mettre en place pour mettre en place un schéma stratégique intercommunal qui est relativement complexe au niveau de solidarisation dans le code. Donc ça présente les avantages et les inconvénients du hors-code. Les avantages, c'est que ça va plus rapidement, on est en prise directe avec l'ensemble des intervenants. Les inconvénients, c'est qu'il y a encore un travail par la suite pour traduire tout cela au niveau réglementaire et législatif. Alors si je reviens maintenant sur le bassin versant, je pense qu'un
un certain nombre d'entre vous le connaissent bien, situé à l'est de la ville de Liège, il y a un déroulé d'un fil de la Vesdre sur 40-50 km entre Chênay et Eupen, fortement impacté. Donc, c'était dit avant, c'est pas un bâtiment, deux bâtiments, c'est toute une vallée qui a été très fortement impactée, avec une division qui est de plus en plus nette entre fond de vallée et territoire de plateau, et en particulier au niveau des versants des plateaux, une division assez forte entre le versant nord et le versant sud. Alors au niveau du travail qui a été réalisé, nous avons commencé évidemment par analyser les événements. Nous sommes basés sur le rapport qui avait été fait à la demande du ministre Henry suite aux inondations. Nous avons également consulté les climatologues de l'Université de Liège par rapport à la compréhension de ce qui s'était passé et son extrapolation pour les années à venir. Et si on regarde cette question de l'extrapolation, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on est face à un événement exceptionnel. Les périodes de retour calculées sur base des séries historiques sont de plus de 200 ans, mais ça ne doit pas nous tromper. Si on fait une projection dans l'avenir en fonction du changement climatique, ce type d'événement pourrait se reproduire à 2 ou 3 reprises d'ici 2035. Donc on est sur des périodes de retour beaucoup plus courtes. On dit bien pourrait, ça fait partie de l'incertitude avec laquelle on doit vivre aujourd'hui. Deuxième chose, j'ai dit jusque 2035, parce qu'après 2035, le phénomène qui devient structurel, c'est la sécheresse. Et donc il n'y aura plus assez d'humidité dans l'air pour provoquer des inondations de même nature. Après 2035, et donc après 2035, on va rentrer dans un autre contexte où l'adaptation du territoire devra faire face à des vagues de sécheresse de plus en plus importantes. Donc on voit le cadre. Et évidemment, il est impossible de localiser ce type d'événement. On ne peut pas vous dire que ça va se passer à tel endroit. Il y a une incertitude considérable. Ces modèles évoluent constamment. Il y en a un certain nombre qui ont fait l'objet d'une relocalisation à l'échelle du bassin versant de la Vesdre, avec toutes les incertitudes que cela induit. Mais en termes d'aménagement du territoire, ça veut dire que nous devons nous adapter, nous préparer à un événement qui pourrait se reproduire dans un avenir relativement court. Pour l'aménagement du territoire, 2035, c'est du court moyen terme. On ne change pas le territoire très très rapidement, comme vous le savez. Voilà les séries historiques sur lesquelles nos collègues se sont basés. Ils ont par ailleurs, pour la prospective, utilisé des modèles internationaux qui sont calés sur des mailles beaucoup plus grandes, qu'ils ont recalibrés sur des mailles qui couvrent le bassin versant. Alors si on s'intéresse maintenant au niveau du travail qui a été fait, le premier travail qui a été fait au niveau du terrain a été de faire de la prospection, de descendre sur le terrain, de mesurer et de visualiser l'ampleur des dégâts. Une partie de l'équipe, je l'ai dit, est constituée de représentants de l'Université de Liège. Nous avions déjà eu l'occasion d'aller sur place. Nous avons un contact, évidemment, des amis, des collègues qui vivent à cet endroit. Donc nous avions déjà parcouru le territoire de référence. Ce n'était pas le cas pour le studio Paola Vigano. Nous avons ensemble arpenté le territoire pour progressivement comprendre, échanger par rapport au diagnostic, pour ensuite croiser ce travail de terrain avec des analyses plus quantitatives à l'échelle du bassin versant sur les dynamiques d'urbanisation. Quand on regarde la dynamique d'urbanisation à l'échelle du bassin versant, on voit très très clairement que si on analyse les choses sur le temps long, le temps long de l'aménagement depuis 1850 jusque 2020, sur base des données cadastrales, on voit que l'urbanisation du bassin versant a connu 2 grandes vagues. Une première vague, la vague de l'époque industrielle, avec une forte croissance de la production de bâtis industriels et habitats liés à l'industrialisation de la vallée et au développement du chemin de fer, qui va amener, vous le voyez, un premier développement très très fort, en particulier fin du 19e siècle, qui tend à se temporiser entre 1900 et 1940. Après 1940, on rentre dans une deuxième vague d'urbanisation qui va effectivement être liée à la généralisation de l'automobile. Ces 2 vagues d'urbanisation, évidemment, ne se développent pas sur les mêmes endroits. La première se concentre sur les fonds de vallée, est liée aux implantations industrielles, à la présence de chemins de fer, et va donner lieu à une urbanisation dense, en chapelet, d'habitats ouvriers, alors que la deuxième vague, l'image de droite, va davantage coloniser les versants, les plateaux, en particulier le versant nord du bassin versant, qui va connaître une urbanisation assez forte, en particulier le long de la Nationale 3, et de tout le territoire qui dégringole depuis la Nationale 3 vers le fond de vallée, qui va connaître une urbanisation diffuse. L'urbanisation
dans la partie sud du bassin versant, du côté de Spa, est également bien présent, toujours dans les quartiers sud. On a également une partie d'urbanisation à l'échelle de Verviers, la ville de Verviers qui connaît, en fait, ce schéma s'applique à l'échelle du bassin versant, mais on retrouve exactement le même schéma lorsqu'on analyse l'urbanisation de la ville de Verviers, une urbanisation au 19e siècle en fond de vallée, une urbanisation au 20e siècle sur les versants de Eusie, sur les plateaux qui entourent le fond de Verviers. Exactement le même principe qui se déploie à l'échelle de la commune et de l'ensemble du bassin versant, avec évidemment un héritage relativement important. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand on analyse aujourd'hui les dommages en matière d'inondation, évidemment, ils sont assez concentrés le long des cours d'eau. 75% des bâtiments qui ont été touchés, qui sont dans la zone inondée en 2021, 75% des bâtiments étaient construits avant 1950. Donc le problème de vulnérabilité est un problème très largement hérité. Les réponses à apporter en termes d'adaptation ne consistent pas à gérer les permis d'urbanisme. Il faut évidemment gérer les permis d'urbanisme, permis d'urbanisation. Je n'en discute pas, je suis moi-même urbaniste, donc je ne vais pas remettre ça en cause, mais il faut aussi et surtout travailler sur le stock, sur le parc de bâtiments existants qui est le plus exposé et qu'il faut corriger, qui s'est construit historiquement de manière très rapprochée du cours de la Veste. C'est une des spécificités du bassin versant. C'est le bassin versant le plus exposé de la région wallonne en matière d'inondation parce que la population vit très près de l'eau en raison du développement historique. C'est un cours d'eau qui n'était pas navigable et donc on a pu aller jusqu'à Fronde-Berge pour y habiter, et tout l'habitat localisé en Fronde-Berge a évidemment été durement impacté, a été d'autant plus durement impacté que toute l'eau récoltée sur les versants a dévalé très rapidement dans le fond de vallée parce qu'elle était captée par des zones urbanisées qui ont renvoyé très rapidement les eaux dans les égouts, qui ont alimenté tous les ruisseaux secondaires, pas seulement les ruisseaux qui se jettent dans le barrage de Penne, mais également les ruisseaux, la Helle, la Magne, etc., qui ont amené des dégâts très importants sur les fonds de vallée. Donc on est sur une situation où la vulnérabilité est héritée. Il faut pouvoir travailler à la fois sur le nouveau et sur le stock de bâtiments existants. Ces études qui ont été réalisées à grande échelle ont été poursuivies ensuite par des analyses sur des pavés de 3 km sur 3 km, où on a analysé l'évolution du tissu bâti depuis les cartes de Ferrari. Ça, on a un outil prodigieux en Belgique, qui est cette photographie du territoire héritée de l'Ancien Régime. On peut voir comment était organisé le territoire, et on voit effectivement que on est ici sur le versant nord. En fait, l'urbanisation diffuse est elle-même héritée de l'Ancien Régime, puisque tout le plateau de Herve a été urbanisé de la sorte, avec un tissu villaire relativement dense. Au cours des années, en particulier à partir des années 40, ce tissu villaire va servir de support à une réurbanisation avec le développement de l'agglomération liégeoise qui se développe sur les plateaux, réurbanisation qui va s'appuyer sur le tissu villaire existant et qui va, troisièmement, et on le voit sur l'image complètement à droite, être complétée par des grandes plaques d'urbanisation qui sont liées au développement récent des zones d'activité économique qui viennent s'implanter, que ce soit la périurbanisation ou les plaques d'activité économique qui viennent s'implanter à proximité des cours d'eau existants, viennent combler des vallons secs qui servaient jusque-là à canaliser et réorienter les cours d'eau, et qui viennent interrompre les flux naturels d'écoulement des eaux qui sont largement perturbés par ces dynamiques. Donc il y a un travail de redécouverte, revalorisation de la topographie qui doit être réalisé pour un certain nombre de mailles et qui doit être porté sur l'ensemble du territoire, qui demande une analyse sur le temps long de manière à corriger les effets de cet urbanisme hérité qui constitue aujourd'hui une vulnérabilité relativement forte. Ça vaut pour la composante urbanisée. Nous avons également étudié toute la composante naturelle. Si on regarde les données sur l'artificialisation du sol de l'IWEPS, on est sur le bassin versant de la Vesdre à une artificialisation de l'ordre de 15%. On sait que l'artificialisation porte sur tous les terrains qui sont occupés par au moins un bâtiment, donc ce n'est pas 15% d'imperméabilisation. Une pelouse à l'arrière d'un 4 façades, c'est considéré comme de l'artificialisation, donc on est au grand maximum à 15% d'artificialisation sur le bassin de la Vesdre. C'est-à-dire qu'il reste encore 85% du reste. Et le reste, c'est quoi? C'est de la forêt, de l'agriculture, sur lequel il faut aussi pouvoir travailler, qui va aussi pouvoir
va aussi falloir mobiliser dans une optique de résilience si on veut corriger l'exposition du territoire et que l'ensemble du territoire participe à l'amélioration de la situation, en particulier pour les habitats les plus exposés. Si on regarde la situation, les données sont vraiment trop petites sur cette slide, mais le principe général est que si on regarde au cours du temps l'évolution du couvert forestier, mais l'évolution du couvert forestier, il a plutôt tendance à augmenter au niveau du territoire, oui, mais le problème, c'est qu'on a de nouveau, au cours du 19e, début du 20e siècle, transformé des forêts de feuillus en forêts de résineux. Et pour faire cette conversion qu'a-t-on fait? On a drainé. Et on a encore des zones énormes, en fait, qui ont fait l'objet de drains relativement importants de manière à permettre le développement de résineux et qui, eux aussi, contribuent à renforcer, rendre plus rapide les écoulements des eaux dans ces drains qui vont directement débouler pour un certain nombre d'entre eux dans le barrage de Penne, mais pour d'autres vont aller dans la Hogne qui n'est pas régulée par aucun type de barrage. Et donc il y a des dynamiques à réfléchir en termes de correction de cet héritage en matière de transformation des espaces forestiers pour rétablir des systèmes de faille, des systèmes de stockage de l'eau sur les zones sommitales du bassin versant, de manière à limiter les écoulements, et travailler également le long de tout le capillaire très très fin situé entre le plateau des Fagnes et les affluents principaux de la Veste, de manière à réguler davantage les cours d'eau à travers une action sur ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature qui vont permettre de réduire la vitesse des écoulements. 5 minutes. Je vois que je dois accélérer. Troisième thématique qui me semble extrêmement importante, c'est la thématique de la vulnérabilité sociale. On est, en plus de tout ce que j'ai déjà expliqué sur un territoire où on a une division importante entre les territoires de fond de vallée et les territoires de plateau en matière de niveau socio-économique, des populations qui sont en fond de vallée, qui sont de manière générale plus précaires et qui, à la suite des inondations, risquent d'être encore plus précaires. À titre personnel, je ne connais personne qui va sortir gagnant des inondations, même lorsqu'ils sont très bien couverts par leur assurance. Il y a toujours une perte, et donc on est sur un territoire qui était déjà précaire et pour lequel le risque de renforcer la précarité en raison des difficultés pour retrouver ce dont on disposait avant les inondations va encore s'accentuer. Il y a un travail à faire sur le territoire, mais également sur l'action sociale pour éviter de renforcer la dualité entre fond de vallée et versant en plateau. Alors on voit ici la cartographie des différents niveaux de revenus au niveau du territoire qui nous concerne, avec les territoires les plus sombres qui sont les plus précaires et qui sont généralement concentrés le long des cours d'eau et les territoires plus aisés qui sont situés sur les versants et sur les plateaux. Et pour rapidement maintenant aller sur peut-être les 2 points de conclusion, à ce stade-ci, nous sommes en phase de réalisation d'une carte de potentiel. On essaie de voir quelles sont les potentialités en matière de correction, amélioration du système hydrographique qui permettrait de revaloriser tous les vallons secs, tous les espaces de fagne, de couverture forestière, également les espaces agricoles, les interventions sur les cours d'eau secondaires de manière à renforcer la résilience du territoire. Il y a également une réflexion évidemment à avoir en parallèle sur la question de la gestion des barrages et sur la manière dont on peut corriger en fond de vallée, retrouver davantage d'espace pour l'eau en fond de vallée, se retirer de la proximité de l'eau lorsque on vient déconstruire des bâtiments, ne pas les reconstruire au même endroit, de manière à laisser davantage de place à l'eau, sachant qu'on est aussi dans un contexte un peu différent de celui de nos amis hollandais, où cette politique qu'on appelle de l'espace pour l'eau est peut-être plus facile à mettre en place dans un territoire très plat, très horizontal, comme celui des Pays-Bas, que dans des vallées étriquées, étroites du fond de la Veste. Donc retrouver de la place pour l'eau, c'est quand même toujours faire des arbitrages entre différents types de fonctions, des compétitions entre des fonctions d'habitat, des fonctions qui seront réservées à l'eau et à la biodiversité, des fonctions économiques aussi qui doivent retrouver leur place dans la vallée si on veut éviter une précarisation plus importante de ce territoire. Dernier transparent, quels sont les bénéfices
d'une approche à l'échelle du bassin versant, mais c'est, comme je l'ai bien dit, c'est la prise en compte des interdépendances amont-aval pour un partage de la charge solidaire au niveau du plateau et des fonds de vallée, la prise en compte du temps long et des effets de transformation hérités du XIXe siècle qui se développent sur l'ensemble du bassin versant, pas seulement sur un territoire communal et qu'il faut pouvoir lire à l'échelle du bassin versant. C'est l'identification et la mobilisation de potentiels dans l'ensemble du territoire qui doivent combiner des approches dures sur les infrastructures et des approches plus soft sur des solutions basées sur la nature, solutions basées sur la nature qui aujourd'hui sont susceptibles de faire l'objet de financements importants au niveau des politiques européennes en matière de Green Deal, de Nature-Based Solutions. On sait qu'il y a des sources de financement en matière de projets européens dans ce domaine-là. C'est également un alignement sur l'international, en particulier les plans pluie en France qui sont établis au niveau des intercommunalités de façon générale, de manière justement à travailler sur les interdépendances entre différents types de territoires de façon générale. Donc tous les plans pluie sont adoptés au niveau des EPCI en France. Et enfin, dernier point, ça pose la question de la planification en temps de crise. On parle et ça a déjà cité, aujourd'hui, j'ai dit qu'il y a un premier travail au niveau du master plan de la VES, un deuxième travail au niveau des quartiers durables, il y a un troisième niveau de planification, c'est la planification qui est réalisée par vous, par moi, par les habitants au quotidien de la vallée de la Vestre et qui, eux, n'attendent pas tous ces documents, qui déjà transforment leurs maisons, qui réinvestissent. C'est également le cas de tous les opérateurs publics, sur les voiries, sur l'égouttage, sur les bâtiments communaux qui investissent dans leurs bâtiments, qui n'attendent pas les résultats du master plan. Il faut pouvoir travailler sur ces documents de manière relativement rapide. De façon générale, ça peut paraître un peu pessimiste, je veux dire, mais je crois que c'est important pour les autres territoires. Une première conclusion qu'on peut donner à ce stade-ci, c'est que ce master plan aurait été beaucoup plus efficace s'il avait été existant en juin 2021. Et c'est pour ça une invitation pour l'ensemble des territoires à mettre en place ce type de réflexion avant la crise, de manière à être prêt pour la reconstruction, parce que quand la reconstruction est là, les décisions se prennent très rapidement, et pour la reconstruction en mieux, le fait de disposer d'un document cadre permet de réagir de manière plus adéquate, plus agile, et de s'intégrer dans un cadre plus stratégique. Merci beaucoup.